Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle morning review. On va parler de L'Oréal avec ses super résultats qui a fait jusqu'à 6% en aftermarket. On va aussi parler d'Essilor qui a aussi rendu ses résultats récemment. On parlera évidemment de la géopolitique avec l'Iran et on fera le point sur certaines actions qui ont eu des évolutions, notamment dans la journée d'hier. Pas mal d'actions américaines et je vous parlerai de zones d'achat. D'ailleurs, j'ai bien noté qu'il y en a certains qui trouvaient que mon jingle était un peu kitsch. Écoutez les gars, moi ça me fait marrer. Je vais garder ça pour l'instant. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé. Donc pour L'Oréal, on a des bons résultats avec une hausse du chiffre d'affaires de 8,3%, 9,4% à données comparables, c'est-à-dire qu'on a l'inflation qui a un impact négatif sur la croissance du chiffre d'affaires. À taux de change constant, on a une croissance globale de 11,8%, donc c'est très positif. Un ralentissement en Asie à hauteur de 4%. Et surtout, on a toutes les sections du groupe, donc que ce soit la section luxe et les autres sections, qui sont en croissance, avec notamment une belle croissance en Europe, en Amérique du Nord et surtout en Amérique latine. Donc c'est très positif pour L'Oréal. On avait analysé ça sur le Patreon. Personnellement, j'ai rechargé entre 408 et 410 euros. Je vous avais analysé tout ça sur Patreon. On en avait beaucoup discuté avec les membres pour essayer de définir une zone d'achat un petit peu cohérente. Et on en avait conclu qu'il fallait rentrer par palier. Une première fois sur le support haussier juste ici et une deuxième fois sur les zones d'achat que vous voyez en vert. Du moins juste au-dessus. Donc tout ça, c'était donné sur le Patreon. Si vous êtes intéressé pour rejoindre la communauté Patreon, on a des discussions comme celle-là tous les jours. N'hésitez pas, vous avez le lien dans la description. Ensuite, on a Essilor, où globalement c'est correct aussi. On est conforme aux attentes du marché. Donc on a une hausse du chiffre d'affaires de 5,5% à taux de change constant. Donc c'est conforme aux attentes. On a quand même une croissance un petit peu au ralenti en Amérique du Nord. Par contre, on essaye de se développer en Asie-Pacifique avec une croissance de 8% et en Europe au Moyen-Orient avec une croissance de 8,5%. En termes de guidance, on a une confirmation des objectifs de croissance de chiffre d'affaires qui est de 5% entre 2022 et 2026. Essilor renforce sa présence au Japon dans tout ce qui va être distribution d'optique à travers notamment l'acquisition de Huaxin. Ensuite, en termes de portefeuille de marques, Essilor essaye de maintenir un portefeuille de marques de luxe solide avec le renouvellement d'accords de licence historiques entre guillemets comme Dolce & Gabbana ou encore Michael Kors. Donc ça c'est plutôt positif pour Essilor. En termes de résultats, on a aussi eu les résultats d'Edenred avec des chiffres qui étaient meilleurs qu'attendus globalement, avec un revenu total qui s'est établi à 685 millions d'euros au premier trimestre, un résultat qui est supérieur aux attentes qui étaient de 666 millions. Donc c'est plutôt correct pour Edenred. Donc voilà, globalement, on a aussi eu les résultats de Goldman Sachs et effectivement, comme le dit Money-Radar, ils se gavent avec une croissance du bénéfice net de plus de 28%. Donc ce qui est assez exceptionnel, notamment grâce à leurs activités de trading, d'IPO et encore le rebond des fusions-acquisitions. Et ça, c'est notamment lié à la conjoncture économique. Ensuite, on va parler un petit peu de conjoncture géopolitique, quoique j'ai pas fini avec L'Oréal. L'Oréal qui était en aftermarket en hausse de 6%. Ça, vous pouvez le voir si jamais sur Zone Bourse, tout ce qui est aftermarket. Donc, Zone Bourse, très bel outil, n'hésitez pas à aller voir. Et avec les annonces en termes de géopolitique, on est redescendu à 3% de hausse en aftermarket. Comme vous le voyez, effectivement, on a Israël qui a répondu à l'Iran finalement en envoyant des bombes, globalement. Ça n'a pas fait apparemment beaucoup de dégâts, c'est encore un peu flou pour l'instant. Ça s'est passé là, il y a pas longtemps du tout, il y a 1 ou 2 heures. Donc globalement, ça reste un petit peu une sorte de guerre où on montre que c'est moi le plus fort, donc
faut que tu t'arrêtes là, quoi. Donc là, le but, c'est vraiment de montrer qui est le plus fort. Derrière ça, on a les États-Unis, l'OTAN qui essayent de dire mais non, arrêtez le conflit là, les gars, ça sert à rien. Faut arrêter ça parce qu'effectivement, ça ne sera bénéfique pour personne. Le pétrole va augmenter. Effectivement, il y aura une réaction des cours de l'action parce que ça impacte le marché, hein, là, comme nous dit Nicolas Chéron. Tension et décision est égale baisse des indices. Donc là, on est vraiment dans la tension et dans l'indécision, hein, parce qu'il n'y a pas d'action concrète. Donc effectivement, il y a une baisse des indices. Pour moi, c'est pas gravissime, mais ça pourrait escalader. Et effectivement, ça pourrait aussi influencer l'inflation. Donc avec un pétrole qui augmente, on aurait une inflation qui augmente. Et déjà que la Fed est indécise en termes de remontée des taux, hein, il y a pas si longtemps que ça, on anticipait 7 baisses des taux, pardon. À l'heure actuelle, on en anticipe peut-être 2, 1, voire 0. Donc on est vraiment dans la régression. Et effectivement, les marchés aiment pas trop ça parce que le consensus des marchés, c'était qu'on aurait 7 baisses des taux cette année, ce qui n'est pas le cas. Et ce qui aurait été évidemment bénéfique pour les entreprises des indices boursiers. Donc voilà globalement pour ce qui se passe en termes de géopolitique, ce qui se passe avec les taux. Hein. D'ailleurs, Christine Lagarde a été beaucoup plus rassurante en termes de baisse des taux pour l'Europe. Donc on risque d'avoir des baisses des taux en Europe avant les États-Unis. Pour l'instant, on est là-dessus. Donc c'est à surveiller aussi. Si on regarde un petit peu le S&P, on a du Microsoft, on a du Apple. Apple, je vous ai donné mes zones d'entrée sur le Patreon. Google, je suis rentré récemment et ça a été plutôt bénéfique. Je voulais rentrer pareil par palier. Et finalement, il n'y a que mon premier palier qui est passé. Hein. Donc, je suis rentré sur Google aux alentours, dans ces alentours-là. Hein. Il faudra regarder la série sur le CTO. Et puis là, on est reparti à la hausse. Effectivement, Google qui avait fait un petit peu un faux pas, on va dire, vis-à-vis de l'intelligence artificielle. Et quand on parle d'intelligence artificielle, il faut faire très attention. Là, ça a l'air de repartir à la hausse. Vous voyez, moi, j'étais plutôt là quand j'ai investi. Et là, à l'heure actuelle, vous voyez, j'ai tracé un Fibo. Donc potentiellement, on pourrait redescendre là sur les 142. Sachant qu'à l'heure actuelle, je trouve qu'on est un peu surévalué. Pour ma part, hein, on a... surévalué non, pas du tout. Mais par rapport aux zones auxquelles je l'ai acheté, hein, finalement. Parce que vous voyez qu'on a un PI ratio moyen en termes d'historique pour l'entreprise qui est de 29. À l'heure actuelle, on est plutôt sur du 26-27. Donc voilà, moi quand je l'ai acheté là récemment, on était plutôt aux alentours des 20, ce qui me semblait être une zone assez intéressante. Et vous voyez qu'en termes d'anticipation, on est sur du 22 ou 23 à l'heure actuelle. Donc avec ces données-là, voilà, il faut prendre vos décisions. On analyse tout ça sur le Patreon si ça vous intéresse. Hein. N'hésitez pas à nous rejoindre. On a aussi Nike, il me semble, qui repart un petit peu à la hausse. Il me semble qu'on est... Je l'ai analysé récemment, hop. Voilà. Il me semble qu'on est revenu légèrement rentré dans notre gap baissière hein, qu'on avait eu plus tôt. Je vous avais prévenu sur le Patreon pareil. Hein. On avait une tendance plutôt haussière avec un support sur le RSI alors que le cours stagnait à l'horizontale. Donc potentiellement peut-être un petit regain de force. Hein. Ça veut rien dire, c'est un indicateur parmi tant d'autres. Là, ce qu'il faudrait, c'est qu'on casse le gap à la hausse et qu'on vienne le réutiliser en tant que support pour pouvoir repartir. Vous pouvez attendre ce genre de confirmation aussi hein, pour investir. Il n'y a pas de souci. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On m'a demandé de regarder Tesla. Bon, Tesla, en termes de fondamentaux, je vous l'ai déjà dit, pour moi, c'est pas terrible. Tesla, hop. Oh, pardon. Si je clique... avec le bon côté. Tesla, pour moi, en termes de fondamentaux, c'est pas exceptionnel. On a effectivement une bonne santé financière qui a tendance à augmenter, donc ça, c'est plutôt correct. En revanche, en termes de profitabilité, c'est quand même moyen. Bon, on n'est pas rentable hein, depuis longtemps, mais on a une belle croissance du revenu. Pour moi, il y a des confirmations à faire sur Tesla. À l'heure actuelle, on est sur un PI ratio de 34-35. Alors effectivement, hein, on a une médian
une médiane à 108 en termes de P/ratio, on est actuellement à 35. Moi je pense qu'il y a quand même eu beaucoup de hype sur Tesla. Effectivement, là on est en train de voir le contre-coup. Pour l'instant là, tant qu'on reste sur des creux ascendants, à long terme, ça peut rester intéressant. En revanche, on reste quand même sur une tendance baissière là, à moyen terme notamment. Donc Tesla, effectivement, à surveiller. On a là potentiellement un order block acheteur qui se forme. On va regarder ça en monthly. On est quand même proche de gros order block acheteurs, hein. Donc potentiellement, peut-être, pourquoi pas une zone de recharge. Après, c'est pas du tout un conseil d'investissement. Je fais pas de conseil d'investissement. Donc voilà, pour Tesla. On a un secteur des services financiers qui est plutôt dans le positif, hein. Donc ça, c'est assez intéressant. La consommation non cyclique aussi. D'ailleurs, Berkshire Hathaway, je sais pas ce qu'il fait là, il devrait plutôt être dans les services financiers. On a un Amazon qui baisse, Tesla effectivement qui repère du coup 4% quasi, 3,6%. Donc voilà, on va regarder un petit peu le CAC 40. Parce que il me semble qu'on a eu des belles baisses quand même sur le CAC 40 aussi. Lightmap, hop là. Et voilà. Globalement, on a le secteur du luxe qui ralentit un petit peu. Je vais vous analyser Hermès, tiens. Hop. Hermès, Euronext. Donc, pour moi, sur Hermès, on a un support là, haussier. On pourrait revenir potentiellement dessus. À l'heure actuelle, en termes de valo, pour moi, c'est élevé, hein. Hermès, je touche pas pour l'instant, même si c'est une très très belle action. En termes de GF value, on serait plutôt potentiellement correctement évalué. Les fondamentaux, je ne vais pas vous les refaire, hein, ils sont exceptionnels. On a une médiane en termes de PI qui est à 43 à l'heure actuelle. On est sur un PI de 57, donc c'est élevé pour moi. On a un forward qui est plutôt à 52. Donc personnellement, je suis patient sur Hermès. C'est une entreprise que j'ai en watchlist, mais qui me semble un petit peu surévaluée de mon point de vue en ce moment. Je vais essayer de maintenir là le rythme des vidéos avec une vidéo le matin sur une review des marchés et une vidéo le soir d'analyse d'actions où je vous parle plus de mes portefeuilles. Sachant que je pars à Paris là dans l'après-midi, donc je vais prendre avec moi mon ordinateur portable, une webcam, un micro, et puis je vais essayer de faire le taf comme ça, sachant que j'ai quand même pas mal de trucs à faire à Paris. Donc voilà, je vous tiens au courant. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne. La Morning Review des marchés financiers avec Barnabé.